Vous êtes-vous déjà demandé quels films ont provoqué de véritables émeutes dans les cinémas? Les années 1960 n'étaient pas seulement synonymes de paix et d'amour. Les studios ont tout risqué, avec des contenus choquants qui ont conduit à l'arrestation de réalisateurs, à des descentes dans les cinémas et à la destruction des copies par les autorités. Quel chef-d'œuvre controversé a failli ruiner son studio? Lequel a conduit le Vatican à émettre des condamnations officielles? Restez pour le film qui a littéralement fait s'évanouir le public dans les allées. Numéro 15. Petulia, 1968. Petulia n'est pas juste un autre drame des années 60. Ce tourbillon psychologique époustouflant, avec Julie Christie et George C. Scott, était tellement en avance sur son temps que Warner Brothers n'avait absolument aucune idée de comment le commercialiser. Le réalisateur, Richard Lester, a complètement rejeté la narration conventionnelle, utilisant des flashs en avant saisissants, des coupes brusques désorientantes et une narration qui refuse délibérément de vous prendre par la main. En coulisses, le studio a complètement paniqué. Les spectateurs test étaient complètement déconcertés par ce qu'ils regardaient. Warner Brothers a fini par mettre le film de côté pendant une année entière, essayant désespérément de comprendre quoi en faire. Lorsqu'ils l'ont finalement sorti dans les salles avec à peine de promotion, il a fait un flop spectaculaire. Les critiques étaient complètement divisées. Pauline Kael l'a déclaré comme l'un des meilleurs films américains de la décennie, tandis que les critiques grand public l'ont rejeté comme un non-sens prétentieux. Le film a à peine récupéré la moitié de son budget de 2 500 000 $, tuant effectivement l'élan de la carrière hollywoodienne de Lester. Ce qui est fou, c'est à quel point Petulia est finalement devenu influent. Martin Scorsese l'a plus tard cité comme une grande source d'inspiration, soulignant son style de montage fragmenté comme révolutionnaire. Aujourd'hui, les spécialistes du cinéma le considèrent comme le chaînon manquant entre le Hollywood classique et la nouvelle vague plus expérimentale qui a suivi. Chaque film moderne avec une narration non linéaire doit quelque chose à ce désastre commercial qui a osé traiter son public comme des adultes. Numéro 14. The Loved One, 1965. MGM a littéralement annoncé The Loved One comme « le film qui a quelque chose pour offenser tout le monde ». Et ce n'était pas une blague. Cette satire noire sur l'industrie funéraire américaine présente des canons de crémation, des cadavres envoyés dans l'espace et un entrepreneur de pompes funèbres nommé Monsieur Joyboy, qui vit encore avec sa mère obsédée par la taxidermie. Pas exactement votre comédie typique du milieu des années 60. Fraîchement récompensé par un Oscar pour Tom Jones, le réalisateur Tony Richardson a livré quelque chose de si bizarre que les dirigeants du studio ont physiquement reculé en voyant le montage final. Ils s'attendaient à un succès de prestige grand public. Ce qu'ils ont obtenu, c'est un film où un personnage nourrit son faucon de compagnie en lui faisant manger des cadavres dans un cimetière. La Légion catholique de la décence l'a condamné, indiquant effectivement à des millions de catholiques qu'ils pêcheraient rien qu'en achetant un billet. Les critiques étaient tout aussi horrifiés, beaucoup le qualifiant de grotesque et malveillant. Le film s'est effondré au box-office, rapportant moins d'un quart de son budget de 4 millions de $. Jonathan Winters, qui jouait 2 rôles dans le film, a admis plus tard qu'il avait accepté le rôle parce que c'était le scénario le plus dérangé que j'ai jamais lu. John Waters, roi du cinéma transgressif, l'a nommé comme l'un de ses favoris de tous les temps, précisément parce qu'il réussissait à être à la fois de l'art élevé et complètement de mauvais goût simultanément. The Loved One reste le film hollywoodien le plus étrange jamais réalisé sur la mort, et cela en dit long. Numéro 13. The Swimmer, 1968. The Swimmer est peut-être le film le plus étrange dans la filmographie de Burt Lancaster. Ce cauchemar surréaliste de banlieue suit l'histoire d'un homme qui décide de rentrer chez lui à la nage en traversant chaque piscine de jardin dans son riche quartier du Connecticut. Ce qui commence comme une idée originale se transforme progressivement en un portrait dévastateur d'un homme dont toute la vie s'est effondrée sans qu'il s'en rende compte. Le tournage a été un chaos total. Le réalisateur Frank Perry a été renvoyé à mi-parcours de la production après s'être heurté à Lancaster. Sidney Pollack a été discrètement engagé pour retourner des scènes cruciales, y compris une fin complètement différente. Lancaster s'est constamment disputé avec les 2 réalisateurs, surtout lors des reprises des mois plus tard, quand il paraissait visiblement plus âgé et devait porter une perruque peu convaincante. Le budget était d'environ 1 million de $, mais il a complètement échoué dans les salles, rapportant à peine 200 000 $. Columbia Pictures l'a retiré de la circulation presque immédiatement et il a disparu dans l'obscurité.
Les critiques étaient déconcertés par sa qualité onirique et son final écrasant. Roger Ebert l'a ensuite réévalué comme un film d'une force peu commune, louant la façon dont il utilisait les piscines comme symbole de richesse et de vide. Aujourd'hui, The Swimmer est considéré comme un chef-d'œuvre perdu du cinéma américain qui a parfaitement saisi le vide sous les pelouses bien entretenues de la prospérité suburbaine. Lancaster lui-même l'a plus tard qualifié de « le meilleur film que j'ai jamais fait », malgré une production qu'il a décrite comme « 17 semaines de misère absolue ». Numéro 12, Second, 1976. Second est le film qui a fait fuir en criant les fans de Rock Hudson des cinémas. Ce cauchemar paranoïaque suit un banquier d'âge moyen qui paie une organisation mystérieuse pour simuler sa mort, lui donner un nouveau visage grâce à la chirurgie esthétique et recommencer sa vie en tant qu'artiste séduisant en Californie. Alerte spoiler. Cela ne se termine bien pour personne. Le réalisateur John Frankenheimer a utilisé des objectifs fisheye, des angles désorientants et une ambiance implacable de terreur rampante. La célèbre séquence de Renaissance était si perturbante que le public des avant-premières est littéralement sorti. Les dirigeants de Paramount étaient horrifiés par ce qu'ils considéraient comme un désastre commercial en devenir. Ils avaient raison. Le film a échoué de manière catastrophique au Festival de Cannes et a ensuite connu une mort rapide au box-office américain. Les critiques l'ont rejeté comme prétentieux et inutilement sombre. Rock Hudson, désespéré de sortir des comédies romantiques, a vu ses ambitions dramatiques anéanties du jour au lendemain. Le directeur de la photographie James Wong Howe a créé certaines des images en noir et blanc les plus cauchemardesques jamais mises sur film, et l'exploration du film de l'identité, du vieillissement et de la conformité sociale était en avance de plusieurs décennies sur son temps. Aujourd'hui, Seconds est considéré comme l'un des films américains les plus effrayants jamais réalisés, avec des réalisateurs comme David Fincher et Christopher Nolan le citant comme une influence majeure. En tant que dernier rôle dramatique sérieux de Hudson, il témoigne du talent d'acteur que les comédies romantiques ne lui ont jamais pleinement permis de montrer. Numéro 11. La Nuit des Généraux, 1967. La Nuit des Généraux vous plonge dans une histoire que la plupart des studios n'oseraient pas aborder avec une perche de 3 mètres. Ce thriller bizarre se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, mais se concentre sur des généraux nazis enquêtés pour le meurtre de femmes dans les territoires occupés. Peter O'Toole joue un officier SS glacé, avec des tendances troublantes. Omar Sharif est l'enquêteur à la recherche de la vérité, et Donald Pleasence rôde dans chaque ombre. Derrière la caméra, les choses étaient tout aussi chaotiques que sur l'écran. Le producteur Sam Spiegel voulait un autre succès comme Lawrence d'Arabie, comptant entièrement sur le charisme d'O'Toole, mais la production a été un cauchemar. Réécriture constante, reshoot dans plusieurs pays, juste pour respecter les accords de coproduction, et un budget qui a complètement échappé à tout contrôle. L'intrigue saute entre Varsovie occupée et Paris, avec un ton qui ne décide jamais vraiment s'il s'agit d'un film de guerre, d'un mystère de meurtre ou d'une étude psychologique. Lorsqu'il est finalement sorti en salle, le public était complètement confus. Il a reçu des critiques tièdes et n'a récupéré que la moitié de son énorme budget au box-office. La performance d'O'Toole en tant que Général Tan perturbé figure parmi ses travaux les plus glaçants. Pourtant, lui et Sharif se sont ensuite complètement distanciés du film. Martin Scorsese a plus tard loué son approche narrative fragmentée, et le film a progressivement développé un culte parmi les spectateurs fascinés par son ambiguïté morale et son refus de simplifier des personnages complexes. Même aujourd'hui, La Nuit des Généraux reste l'un des examens les plus troublants du mal jamais porté à l'écran. Numéro 10. Play Dirty, 1969. Play Dirty est un film de guerre des plus cyniques et malveillants. Michael Caine joue l'un de ses rôles les plus durs, incarnant un ancien cadre pétrolier forcé de diriger une escouade de criminels dans une mission suicide à travers l'Afrique du Nord. Pensez à les 12 salopards, mais sans aucun héroïsme, et pas un seul personnage sympathique en vue. La production a été un désastre dès le premier jour. Le réalisateur original a soit quitté, soit été renvoyé avant même le début du tournage.
André de Toth est intervenu, mais avait un style complètement différent, se souciant plus des explosions que du développement des personnages. Kane a admis plus tard que c'était l'une des pires expériences de tournage de toute sa carrière. United Artists espérait un succès à la Guns of Navarone, mais a obtenu quelque chose de bien plus sombre. Le ton nihiliste du film a choqué le public en 1969, avec sa représentation de la guerre comme inutile et des soldats comme des opportunistes amoureux. Il a à peine récupéré un tiers de son budget et a disparu des salles presque du jour au lendemain. Ce qui est fascinant, c'est comment la réputation du film s'est complètement inversée avec le temps. Martin Scorsese l'a ensuite loué pour sa brutalité, sans concession et son refus de glorifier le combat. La scène finale, que je ne vais pas dévoiler ici, reste l'une des fins les plus cyniques de l'histoire des films de guerre. Play Dirty a anticipé l'ambiguïté morale du cinéma des années 1970, arrivant juste quelques années trop tôt pour que le public apprécie sa vision intransigeante du conflit sans héros. Numéro 9. The Happening, 1967. The Happening pourrait être l'entrée la plus étrange sur le CV d'Anthony Quinn. Cette comédie bizarre de la contre-culture suit un groupe de hippies qui kidnappent accidentellement un patron de la mafia et décident ensuite de demander une rançon à sa propre organisation. Le ton oscille sauvagement entre le burlesque, le commentaire social et le drame criminel, sans jamais vraiment se fixer sur le type de film qu'il veut être. Le réalisateur Elliot Silverstein venait de connaître un immense succès avec Cat Ballou, mais ce film suivant a prouvé que la foudre frappe rarement deux fois. Le studio l'a commercialisé comme une aventure branchée et orientée vers la jeunesse, mais le public l'a trouvé trop sombre pour une comédie et trop loufoque pour un film policier. Les personnages hippies semblaient être des caricatures plutôt que des représentations authentiques de la contre-culture. Les critiques l'ont éreinté, Roger Ebert le qualifiant de tentative désespérément peu drôle de profiter des thèmes contemporains. Malgré la chanson titre à succès, The Happening par The Supreme, le film a rapidement disparu des salles et est devenu un échec notoire. Les tentatives du film de capitaliser sur la culture jeunesse de la fin des années 60. Transformez-le maintenant en une fascinante capsule temporelle montrant comment Hollywood grand public a complètement mal compris le mouvement contre-culturel. Faye Dunaway, juste avant son rôle qui a lancé sa carrière dans Bonnie and Clyde, apparaît dans un rôle secondaire qu'elle a ensuite refusé de discuter dans les interviews. Pour un aperçu bref de la façon dont l'ancien système hollywoodien a spectaculairement échoué à se connecter avec les temps changeants, The Happening reste un désastre involontairement révélateur. Numéro 8, The Secret War of Harry Frigg, 1968. Celui-ci pourrait être le décalage le plus étrange entre une star et un rôle dans toute la carrière de Paul Newman. The Secret War of Harry Frigg met en vedette Newman, dans le rôle d'un artiste de l'évasion militaire parachuté derrière les lignes ennemies pour sauver 5 généraux capturés. Mais ces généraux ne souffrent pas vraiment. Ils vivent confortablement dans une villa italienne, plus préoccupés par leur partie de golf que par leur évasion. Jack Smite a réalisé après avoir terminé Harper avec Newman et a insisté pour le faire jouer à nouveau. Universal Studios a payé Newman plus d'1 million de dollars, une somme énorme en 1968, pensant que son pouvoir de star suffirait à porter ce mélange étrange de guerre, de drame et de comédie burlesque. Ils se sont trompés de manière catastrophique. Le budget a dépassé 6 millions de dollars et les critiques l'ont absolument démoli. Roger Ebert a porté le coup fatal. J'ai déjà vu de mauvais films, mais jamais un qui semblait avoir honte de lui-même. Le film a échoué spectaculairement, récupérant à peine la moitié de son budget. Newman lui-même semblait être d'accord avec les critiques. Il s'est complètement distancé du film par la suite et ne l'a jamais mentionné dans les interviews. Ce qui rend Harry Frigg un échec si fascinant, c'est de voir Newman, l'un des plus grands acteurs de sa génération, lutter visiblement pour trouver le bon ton dans un film qui ne sait pas ce qu'il veut être. Le film a disparu si complètement que même les fans inconditionnels de Newman ignorent souvent son existence. En tant que note de bas de page bizarre dans une carrière autrement brillante, cela démontre comment même les plus grandes stars ne pouvaient pas sauver des concepts fondamentalement mal conçus. Numéro 7. Major Dundee, 1965. Major Dundee est ce qui se passe lorsqu'un studio entre en guerre avec son propre réalisateur. Sam Peckinpah voulait réaliser une épopée tentaculaire sur la guerre de sécession qui montrait la brutalité de la violence à la frontière. Ce qu'il a obtenu, c'est un cauchemar de production qui a failli mettre fin à sa carrière.
Charlton Heston joue le rôle d'un officier de l'Union déshonoré menant une équipe hétéroclite, y compris des prisonniers confédérés, au Mexique pour chasser les Apaches. Peckinpah envisageait une épopée révisionniste de 3 heures. Columbia Pictures avait d'autres plans. Avant même le début du tournage, ils ont réduit son budget d'1 500 000 $. Lorsque le tournage s'est enfin terminé, le studio a coupé 40 minutes cruciales de son montage final sans consultation. Peckinpah s'est disputé avec tout le monde sur le plateau. Il buvait beaucoup, se querellait constamment avec les acteurs et a failli se faire renvoyer plusieurs fois. Heston était tellement déterminé à terminer le film qu'il a renoncé à son salaire et a même menacé Peckinpah avec un sabre lorsque le comportement du réalisateur est devenu trop erratique. La version que Columbia a sortie était un gâchis confus avec des changements de ton brusques et des incohérences dans l'intrigue. Les critiques l'ont qualifié de gonflé et sans direction. Le film a coûté environ 4 500 000 $, mais n'a rapporté qu'environ 3 millions de dollars. Peckinpah lui-même l'a qualifié de l'expérience la plus douloureuse de sa carrière. Ce qui est remarquable, c'est que même dans sa forme mutilée, des éclats de génie transparaissent. Une version restaurée, sortie en 2005, a récupéré une partie de la vision de Peckinpah, révélant le chef-d'œuvre qui cela aurait pu être. Aujourd'hui, Major Dundee est étudié par les universitaires du cinéma comme un cas fascinant d'interférence du studio, détruisant une œuvre potentiellement grande, tout en lançant simultanément la réputation de Peckinpah en tant qu'auteur brillant, mais difficile. Numéro 6. 55 jours à Pékin, 1963. 55 jours à Pékin pourrait être la leçon d'histoire la plus chère que personne n'a demandé. Cette épopée massive dépeint la révolte des Boxers en Chine vers 1900 avec Charlton Heston dans le rôle d'un marine américain dur à cuire menant une force internationale contre des milliers de combattants chinois. L'ampleur est absolument stupéfiante. Ils ont construit une réplique entière de Pékin en Espagne juste pour ce film. En coulisses, c'était le chaos total. Charlton Heston et Ava Gardner se détestaient. Ils la trouvaient non professionnelle et pensaient qu'elle buvait trop. Elle le trouvait rigide et ennuyeux. Leur alchimie était inexistante. Pire encore, le réalisateur Nicholas Ray, célèbre pour La fureur de vivre, a eu une dépression nerveuse totale à mi-chemin de la production, se disputant constamment avec le producteur Samuel Bronston avant d'être renvoyé. Gardner en a finalement eu assez et a abandonné la production entièrement. Elle a quitté le plateau et n'est jamais revenue, les obligeant à terminer ses scènes avec une doublure. La Chine a interdit le film pour sa représentation des Chinois comme des hordes sauvages. Et même avec la célébrité de Heston, le film a perdu des millions au box-office. L'échec colossal du film a contribué à la fin de la tendance des épopées historiques et a ruiné financièrement le producteur Samuel Bronston. Sa société de production s'est effondrée peu de temps après, mettant fin à son rêve de créer un Hollywood à Madrid. Aujourd'hui, le film est principalement rappelé comme une mise en garde contre l'ambition excessive et pour ses séquences de bataille époustouflantes qui nécessitaient des milliers de figurants, une échelle de réalisation qui est maintenant éteinte à l'ère des images de synthèse. Numéro 5. La chute de l'Empire romain, 1964. La chute de l'Empire romain n'est pas seulement un titre de film, c'est ce qui est littéralement arrivé à la carrière du producteur Samuel Bronston. Cette épopée colossale avec Sophia Loren, Stephen Boyd et Alec Guinness a été conçue pour être le plus grand spectacle historique jamais filmé. Le décor du Forum romain à lui seul était le plus grand décor extérieur de l'histoire du cinéma à ce moment-là, plus grand que le Forum réel à Rome.
À la fois un conte de mise en garde sur les excès d'Hollywood et, ironiquement, l'un des derniers véritables grands épopées avant que le genre lui-même ne décline. Numéro 4. The Chase, 1966. The Chase a réuni peut-être le plus impressionnant talent de tout film des années 60. Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, réalisé par Arthur Penn, produit par Sam Spiegel et écrit par Lillian Hellman. Avec un tel casting, comment cela pourrait-il échouer? Spectaculairement, en fait. Ce drame se déroulant dans le Sud suit un shérif essayant de protéger un évadé, Redford, des habitants assoiffés de sang de la Velle. Ce qui aurait dû être un thriller tendu est devenu un champ de bataille en coulisses. Le scénario de Hellman a été fortement réécrit sans qu'elle le sache. Le producteur Spiegel a constamment sapé l'autorité de Penn. Brando était tellement frustré par le chaos qu'il a ensuite affirmé avoir donné l'une de ses pires performances. Le climax violent du film a choqué le public de 1966, en particulier une scène de passage à tabac brutal qui était exceptionnellement graphique pour l'époque. Les critiques l'ont rejeté comme prétentieux et lourd. Le New York Times l'a qualifié de « aussi grotesque qu'improbable ». Malgré sa distribution prestigieuse, le film a perdu des millions et a terni la réputation de Penn jusqu'à ce qu'il se rattrape l'année suivante avec Bonnie and Clyde. Ce qui est fascinant, c'est comment The Chase a anticipé la violence plus explicite et l'ambiguïté morale qui allait définir le cinéma de la fin des années 60. Il est arrivé juste un an trop tôt pour bénéficier des changements d'attitude. Brando a dit plus tard que le film aurait pu être quelque chose de spécial si le studio avait laissé Penn tranquille. Au lieu de cela, il reste une presque maîtrise frustrante qui a montré comment même les plus grands noms d'Hollywood ne pouvaient pas surmonter l'ingérence des studios et les conflits créatifs. Numéro 3. Cléopâtre, 1963. Cléopâtre n'est pas seulement un film qui a échoué, c'est le film qui a failli détruire entièrement la 20th Century Fox. Initialement budgété à 2 millions de dollars, le coût final a explosé à plus de 40 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 350 millions de dollars aujourd'hui, en faisant proportionnellement l'un des films les plus chers jamais réalisés. Elizabeth Taylor seule a reçu un salaire sans précédent d'1 million de dollars, plus un pourcentage des bénéfices. Le désastre de production a commencé immédiatement. Le premier réalisateur a démissionné lorsque Taylor est tombé gravement malade pendant le tournage à Londres, forçant un arrêt complet. Fox a abandonné les décors presque terminés à Londres et a déplacé toute la production à Rome, où ils ont reconstruit de gigantesques palais égyptiens à partir de zéro. Joseph L. Mankiewicz, qui a repris la réalisation, a tourné tellement de séquences que Fox a envisagé de le sortir en 2 films séparés. Et puis, il y a eu le scandale. Taylor et son co-vedette Richard Burton ont commencé une liaison très publique pendant le tournage, bien qu'ils soient tous deux mariés à d'autres personnes. Le Vatican a officiellement condamné leur vagabondage érotique et la frénésie mondiale des tabloïds a éclipsé le film lui-même, lorsqu'il a finalement été présenté en première avec une durée éprouvante de 4 heures et 3 minutes. Les critiques étaient partagées et le public n'a pas pu maintenir suffisamment d'intérêt pour récupérer l'énorme investissement. Bien qu'il ait été le film le plus rentable de 1963 avec 57 millions de dollars, Cléopâtre a tout de même perdu tellement d'argent que Fox a dû vendre de grandes portions de son terrain de studio, maintenant Century City à Los Angeles, juste pour survivre. Le studio ne s'est remis que lorsque La Mélodie du Bonheur est devenue un succès inattendu en 1965. Aujourd'hui, Cléopâtre se dresse comme un avertissement sur les excès d'Hollywood et une fascinante capsule temporelle d'un système de studio en transition, prêt à tout risquer sur un seul pari spectaculaire. Numéro 2. Blow Up, 1976. Blow Up n'est pas seulement controversé, c'est le film qui a finalement brisé le système de censure d'Hollywood. Ce thriller hallucinant suit un photographe de mode dans le swinging London qui croit avoir accidentellement capturé un meurtre en arrière-plan d'une séance photo. En agrandissant les images, il plonge dans une crise existentielle sur la réalité elle-même. Le réalisateur italien Michelangelo Antonioni a délibérément défié toutes les règles du manuel du code de production.
Le film présentait la première nudité frontale intégrale dans une sortie occidentale grand public, une consommation explicite de drogue et une scène de ménage à 3 infâmes, avec le photographe et 2 mannequins adolescentes. La Légion catholique de la décence l'a condamné comme moralement répréhensible, tandis que les censeurs ont exigé des coupes importantes qu'Antonioni a refusé de faire. MGM a sorti le film sans l'approbation du code de production, tuant ainsi le système de censure vieux de plusieurs décennies. Lorsque les cinémas n'étaient pas fermés pour l'avoir diffusé, ils étaient piquetés par des groupes religieux. Malgré la controverse, ou plus probablement à cause d'elle, Blow Up est devenu un succès surprise au box-office, rapportant plus de 20 millions de dollars, avec un budget modeste et valant à Antonioni des nominations aux Oscars pour le meilleur réalisateur et le meilleur scénario. La fin ambiguë du film a exaspéré les spectateurs littéraux, mais a ravi les critiques. Le New York Times l'a qualifié de « un film fascinant qui a quelque chose de réel à dire sur l'implication personnelle et l'engagement émotionnel dans un monde survolté et accro aux médias ». Francis Ford Coppola et Brian De Palma l'ont cité comme une influence majeure sur leur travail. Peut-être plus significativement, le succès de Blow Up a directement conduit à la création du système de classification de la MPAA en 1968, changeant à jamais la manière dont les films seraient régulés. Sans ce chef-d'œuvre controversé, le cinéma américain serait peut-être resté piégé dans le purgatoire du code de production pendant encore des années. Numéro 1. Psychose, 1960. Psychose n'est pas seulement le film le plus controversé d'Alfred Hitchcock, il a complètement réécrit les règles du cinéma. Les studios Paramount étaient tellement perturbés par la proposition de Hitchcock qu'ils ont refusé de la financer, le forçant à utiliser son équipe de télévision et à tourner en noir et blanc pour réduire les coûts. Il a même hypothéqué sa maison pour aider à financer le film lui-même. La célèbre scène de la douche avec ses 78 configurations de caméras et 52 montages en seulement 45 secondes a choqué le public de 1960, non préparé à une telle violence explicite. Hitchcock a utilisé du sirop de chocolat pour le sang et le son de melon poignardé pour créer les effets sonores du meurtre. Les censeurs ont exigé des coupes que Hitchcock a prétendu faire tout en laissant en réalité les séquences intactes. Le marketing était révolutionnaire. Les cinémas ont reçu l'instruction de ne laisser entrer personne après le début du film, ce qui était inédit à l'époque où les spectateurs entraient généralement à n'importe quel moment pendant les projections continues. Hitchcock a acheté des exemplaires du roman de Robert Bloch pour garder le dénouement secret et a forcé les critiques à ne pas révéler les détails de l'intrigue. Certains cinémas ont engagé des infirmières pour s'occuper des spectateurs qui s'évanouissaient, tandis que d'autres avaient des sels odorants à disposition. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, Psychose est devenu le plus grand succès de Hitchcock, rapportant 50 millions de dollars avec un budget de seulement 800 000 dollars. La Légion catholique de la décence l'a condamné. Les psychiatres ont critiqué sa représentation de la maladie mentale et de nombreux pays l'ont fortement censuré ou carrément interdit. Au-delà de son succès commercial, Psychose a fondamentalement changé le cinéma. Il a tué sa star dans le premier acte, introduit les conventions des films d'horreur et détruit le contrôle rigide du code de production sur le contenu. La partition de violon stridente de Bernard Herrmann est peut-être devenue la pièce de musique de film la plus reconnue jamais créée. Sans Psychose, l'horreur moderne n'existerait tout simplement pas telle que nous la connaissons. Alors voilà, 15 films controversés qui ont repoussé la limite, choqué le public et parfois détruit des carrières. Mais voici la vraie question. Les films modernes ont-ils perdu leur mordant? La CGI et les tests de marché ont-ils rendu impossible la création d'un cinéma qui repousse vraiment les limites de nos jours? Faites-nous savoir dans les commentaires quel film controversé des années 60, selon vous, ne pourrait pas être réalisé aujourd'hui, ou si vous pensez que les cinéastes modernes ont trouvé de nouvelles façons de défier le public. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies des moments les plus provocateurs du cinéma.